Anye kindo mano butande. Anye mukube. Be. Okoni me bane. Okoni me bane. Anye kindo mano butande bita. Malheureusement, le peuple le plus pauvre au monde. Donc, on va débattre plusieurs sujets. Et Inch'Allah, ça va passer bien. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous poser des tas de questions, qu'on va essayer un peu de débattre sur l'Afrique, sur la diaspora africaine, le prix des billets d'avion qui sont chers, et puis aussi la sécurité, l'énergie, et puis aussi le foot. Donc, j'aimerais bien vous demander, on démarre où? On va démarrer pour le foot. Voilà, bon, le foot, on sait que le foot africain actuellement... ça pose débat, problème au niveau des arbitres, au niveau de des professionnels, des équipes de football africain, des entraîneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pu entendre quelque chose là qui s'est déroulé entre le match au niveau de la CAN avec l'Algérie et le Cameroun. J'ai vu avoir des échos par-ci par-là sur Internet. Oui. Justement, le match de l'Algérie et le Cameroun, mais je dis qu'avant tout que la diplomatie algérienne avec le Cameroun, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, les lobbies africains, pas le lobby occidental en général, en Afrique, qu'ils ont vu avec les réseaux sociaux, les Africains, ils partent pour l'indépendance politique, l'indépendance économique, ils avancent à leur intérêt, ils gèrent leurs biens, ils gèrent leur territoire. Malheureusement, certains lobbies qui sont de la CAF, et ils travaillent avec des lobbies étrangers, ils ont utilisé le match. Parce que moi je pose la question, oui. Comment ça se fait, la FIFA, elle ne tranche pas à ce jour. Le match, ça fait plus de 2 mois qu'ils ont joué, elle tranche. Soit le Cameroun a dit partir au Coupe du Monde, tant mieux pour eux. Pourquoi parce qu'ils jouent pour installer la haine entre le peuple africain entre eux. Parce que maintenant, on voit des réseaux sociaux, des insultes entre les deux parties. Ça se fait le Cameroun avec l'Algérie, et la prochaine fois, c'est qui? C'est le Sénégal avec la Tunisie, après la Libye avec avec les deux Africains. Maintenant, les lobbies en Afrique, ils commencent parce que le foot, on peut dire, c'est un sport le plus regardé au monde, le 1/4 de l'humanité, et tandis que les Africains, on peut dire beaucoup plus que le pourcentage international. Maintenant, le lobby, ils vont utiliser le foot pour diviser la jeunesse africaine. Et c'est très dangereux. Et la FIFA, elle prend toute sa responsabilité, elle tranche immédiatement, et l'affaire est classée une fois pour toutes. Et c'est pour ça que j'ai dit, faites attention aux réseaux sociaux. Attention, attention, les lobbies sionistes qui sont en Afrique faire du mal à le peuple africain. D'accord, c'est vrai que le football africain traverse des moments difficiles actuellement. Moi, je vois le cas du Gabon, un journaliste français, le nom de Molino, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, a accusé que les entraîneurs de foot gabonais pratiquent la pédophilie. C'est que tu dis là, Sofiane, je crois que tu as tout à fait raison, qu'il y a des lobbies qui viennent de l'extérieur, qui cherchent à diviser les peuples africains, de faire toujours ce qu'on appelle les guerres sans fin, parce que le cas du Gabon, ça ne termine pas. J'ai entendu aussi là que c'est maintenant l'Haïti, c'est toujours le même problème récurrent qui revient, que les entraîneurs pratiquent des choses qui ne sont pas normales, quoi. Ils disent, certains responsables des lobbies européens ou occidentaux en général, ils disent qu'il ne faut pas mélanger le foot de la politique. Et malheureusement, c'est eux qui mettent le foot de la politique. Parce que le sport, c'est quelque chose de formidable pour donner l'espoir au peuple pour avancer. Que par Coupe du Monde, il gagne Coupe d'Afrique, il gagne des titres, même des clubs de champions en Afrique, tout ça, ça donne l'envie à le peuple, il avance. Le foot, c'est très important pour nos enfants et pour l'envie. Et malheureusement, maintenant, on utilise le foot, maintenant, certains lobbies, pour diviser avec un. Parce que maintenant, c'est très important, on voit maintenant la jeunesse africaine, soit au Sénégal, soit en Mali, soit n'importe où, cette jeunesse, elle souhaite qu'il y a la démocratie, il y a une avancée sociale, une avancée politique sur tous les plans. Maintenant, je veux parler, parce que quand on parle de la politique, on parle de coup d'État militaire. Ça fait pas longtemps, il y a un coup d'État militaire entre la veille de 11 mai à 12 mai au Mali.
Et après, il y a une intervention, heureusement ça n'a pas marché le quota militaire, et le communiqué de l'État malien, soit le Premier ministre, soit le ministre de la Défense, soit le président, soit le ministre des Affaires étrangères, ils ont dit c'est un État occidental. C'est très grave. Qui cet État occidental? Et dans les réseaux sociaux, donc le Mali, ils sont en enquête pour savoir c'est qui il a mis cette coup d'État, mais dans les réseaux sociaux, apparemment, ils s'accusent l'État français. Moi, je veux dire une chose, c'est très important, ça que je veux dire. Le peuple français, c'est un peuple formidable, parce que vous prenez un Congolais, un Algérien, un Marocain, un Tunisien, peu n'importe, vous trouvez son père, il est français, et vous trouvez aussi un Algérien, un Français, son grand-père ou sa grand-mère, elle est algérienne. Ça veut dire qu'il y a une histoire entre les deux peuples, il y a un mélange, c'est très important. Moi, je connais mes amis, que leurs grands-parents français, et réciproques à leur situation. Et maintenant, il y a l'État français, c'est très important. Le plus grave. En France, les gens ne savent pas qu'il y a un État dans l'État. C'est qui l'État dans l'État? Parce que maintenant, il y a des lobbies. Ils font des choses graves en Afrique et ça va tomber sur l'État français et sur le peuple français. Ça veut dire que ces gens, ils mettent en otage le peuple de France. Et c'est très dangereux. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, ils disent que derrière ça, l'État français, le quota militaire au Mali, et heureusement, n'a pas marché. Donc maintenant, la jeunesse africaine, heureusement, grâce à les réseaux sociaux, maintenant à l'université, soit tout en Afrique, cette jeunesse, on ne peut pas les manipuler parce qu'ils sont intelligents, il faut les études supérieures, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. L'Afrique, elle a besoin d'une indépendance. Ça veut dire que cette jeunesse-là s'informe actuellement via ce moyen de communication moderne, les réseaux sociaux, même si les forces, il y a des fake news, on peut dire qu'il y a des moi je remercie, avant tout on va remercier Dieu, et on remercie l'Occident qui a créé ces réseaux sociaux. Grâce à les réseaux sociaux, on va avancer beaucoup vite et on va prendre beaucoup de retard qu'on a perdu. C'est très important. Ah oui, c'est vrai que l'information va plus vite. Maintenant, parce que le problème en Afrique, ce n'est pas les lobbies. C'est vrai, on les connaît les lobbies. Les traites africains. On a des traites partout. Soit en Algérie, à l'intérieur, soit en Tunisie, soit au Sénégal, soit tous les... Et ces traites, ils ne travaillent pas pour l'intérêt de leur peuple. Ils travaillent de l'intérêt pour les lobbies. Et cela, c'est trop dangereux. Le traite qui est à l'intérieur du pays, on ne le voit pas, il est invisible. Mais l'ennemi d'un pays, on le connaît, on le voit tous les jours. Et malheureusement, malheureusement, ces gens, ils font plus de mal à leur peuple. Parce que le continent africain, c'est le continent le plus riche au monde. Et qu'on voit les peuples africains, il est dans une misère totale, sur tous les plans. C'est vrai, c'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est vrai, c'est comme nous on dit au Gabon que les gens qui ont double agenda, les doubles agendas, c'est des personnes effectivement que... Ce que nous disons là, aujourd'hui, au cours d'une réunion... les choses que nous dessinons, la nuit, ils sont avec une autre personne, ça veut dire que des personnes qui ont double agenda, nous on les appelle les personnes, ils sont avec toi, mais ils ne sont plus avec toi, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à bien se centrer ce dont qu'ils souhaitent. C'est vrai, c'est le problème là, c'est un problème africain que les personnes, ils ont double, je ne sais pas si c'est la double personnalité que les traites. On peut dire ça, c'est des traites, parce que même en Algérie, nous, on a des traites qui ont travaillé avec les lobbies étrangers pour faire du mal au peuple algérien. Et heureusement, nous, on a en Algérie, un exemple, je parle de l'Algérie maintenant, entre 2019 et 2020, on a frôlé une guerre civile comme la Syrie et comme la Libye, tout ça. On a frôlé ça grâce à Dieu et grâce à la jeunesse africaine, parce qu'on est vacciné. On a connu ça dans la décennie noire en Algérie, dans les années 90, 10 ans de guerre civile. Et heureusement, ce vaccin, c'est vrai, il y a des morts, sont morts, on va dire en arabe, tout ça. Et c'est ce vaccin de la décennie noire qu'on a frôlé la deuxième guerre civile. Et heureusement, l'Occident en général et les médias occidentaux en général, ils n'ont pas souhaité qu'il y ait des élections pour la présidentielle, ils n'ont pas souhaité qu'il y ait des élections législatives, ils n'ont pas souhaité qu'il y ait des élections municipalités et cantonales. Et malheureusement, on remercie le peuple algérien, on remercie aussi, grâce à Dieu, qu'on a fait de trois des élections, et l'Algérie, elle est dans les rails. Et on est le seul au monde, des millions des Algériens, ils ont sorti pour la démocratie, le pays avance. Aucune goutte de sang, elle est tombée par terre. Et tandis qu'on voit ici en France, les gilets jaunes,
on voit combien de blessés, côté de la police, côté des citoyens, tout ça. Et après, eux, ils vont donner la moralité. Un truc que ça m'a étonné, dans l'économie internationale, on parle de sujet important, parce que tout ça, c'est dit qu'on discute. C'est incroyable qu'on fait, l'Occident, il ose faire des sommets, soit à Londres, soit au Japon, soit en Amérique, pour la gestion économique. C'est incroyable. Ces gens qui sont endettés, ils dépassent les 200% de leur PIB, ils vont nous montrer à nous comment gérer. C'est un exemple. Supposons, vous touchez 3 000 € par mois, un exemple. Et moi, je touche 2 000, moins que vous. Et à la fin, vous êtes endetté, vous avez du mal à payer les factures, boucler le mois. Et moi, je gagne moins que vous, et j'arrive à mettre l'argent de côté, et après, vous donnez une leçon de morale, comment gère mon porte-monnaie. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et après, non, ils sont riches. Quelle richesse. Qu'on voit au Mali, c'est important, on retourne sur le Mali. Le Mali, il est classé 4e au monde sur la réserve d'or. Tout le monde le sait. Le gisement. Tout le monde le sait. Et à l'exemple, la France, elle n'a aucun gisement d'or. La réserve d'or, elle est son 4e au monde. Et le Mali, il n'est même pas classé dans les 20e au monde. Mais non, le problème que tu soulignes là, c'est le problème dû aussi à la colonisation et aussi à la décolonisation, parce que il y avait des cas avec De Gaulle qui disait au peuple africain qui s'appelait à l'époque l'Afrique équatoriale française ou l'Afrique de l'Ouest et tout ça, en disant que voilà, vous aurez l'indépendance, mais il y avait des accords que c'est la France qui gérerait tout ce qui est régalien, l'économie, la sécurité. C'est comme ça, il y a toujours les interventions des forces armées françaises qui interviennent au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Mali, qu'on voit actuellement, on peut dire dans tous les pays francophones où ce sont des accords de défense et puis aussi au niveau économique. C'est la raison pour laquelle dans des pays francophones, que tu sois l'Afrique de l'Ouest, on a toujours le franc CFA. Le franc CFA, c'est quoi? C'est comme colonie française d'Afrique. Vous voyez là, donc à la fin cet argent-là est imprimé où? Ici en France, à Charleville-Mézières. Lors que tu parles là du Mali, tout le stock d'or, il n'y a pas seulement que le Mali, on va dire que tout le stock d'or de l'Afrique noire francophone est stocké ici à la Banque de France. Donc à la fin du compte, les pays africains, ils ont eu l'indépendance, mais c'était une indépendance de façade. Économiquement, comme tu as fait une allusion là, que quelqu'un, tu gagnes 2000 et moi tu gagnes moins, et c'est toi qui vas me dire comment gérer mon budget. C'est incroyable qu'on va. Tu sais, l'histoire elle est très importante. Quand on ne lit pas l'histoire, on ne voit pas le présent, on ne peut pas projeter dans le futur. C'est lié les trois. Les Africains, le seul pays qui a fait la résistance, il a fait la guerre, c'est l'Algérie. Les autres, c'était des accords. Voilà, c'est ça. C'est des accords. Et le franc CFA, c'était une arnaque. Le franc CFA, parce que le taux il est fixe par rapport au franc français. Voilà. Et tandis que le franc français il monte dans la bourse, comme l'euro, tout ça, ça peut mélanger, ça peut technique. Le franc CFA, il reste. Et le plus grave, l'histoire française, le lobby français en général, il achète la matière première la moins chère. Un exemple, je veux parler de cacao. Ils achètent le cacao pratiquement gratuitement. Ils ramènent le cacao en France, ils vont le traiter, ils vont à le pays africain, le pays concerné, le Côte d'Ivoire, 10 fois plus cher. Donc il n'y a pas le savoir-faire. Ça fait pas longtemps, ça fait maintenant 3 jours, une semaine, il y a comment dire, en Sénégal, les sociétés algériennes privées et l'État, ils ont parti au Sénégal, ils ont fait la foire dans des produits médicaux, tout ça. Et qu'ils ont parti là-bas, il y a des hommes d'affaires sénégalais, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de l'avancée de l'Algérie à 70% à l'autonomie de médicaments, sur plusieurs points. Même les Sénégalais, les hommes d'affaires, ils disent à les Algériens, est-ce que c'est vrai que vous dites là, vous avez une avancée comme ça sur tous les plans, peu techniques, tout ça? Ben oui. Et le Sénégal, ils sont même pas 1%, ils produisent leurs médicaments. Ça veut dire que la France, malheureusement, après que les Africains se prennent indépendance, ils n'étaient pas sincères avec le peuple africain pour un travaillant gagnant-gagnant. Et pendant 60 ans, ils n'ont rien fait.
depuis leur indépendance africaine à ce jour. Et maintenant que les Chinois commencent à investir en Afrique, et les Russes, et les Allemands, les Italiens, tout ça, et après, les Turcs, ils disent attention, attention, les Chinois, les Russes, ils font vers des problèmes parce qu'ils sont contre la France. Nous, c'est très simple. Je demande à l'État française, on souhaite le bilan. Le bilan, qu'est-ce que vous avez fait pendant toute la durée? C'est un problème. La misère sociale est toujours là, la pauvreté, les conflits, ils sont toujours là. Et le plus grave, depuis le Covid 2019, et après maintenant il y a une guerre à l'Ukraine, tout ça, le terrorisme, il est en congé, il n'y a pas d'attentat. On pose la question, comment ça se fait pas d'attentat? Il n'y a aucun attentat. Il y a beaucoup de personnes qui posent le terrorisme maintenant, il est en maladie, il est en congé, ou il est licencié. Peut-être le terroriste, comme on dit dans notre travail, il est en mise à pied conservatoire, par licenciement. C'est incroyable. On dirait les lobbies, ils gèrent tout. Ils gèrent tout, c'est incroyable, ils gèrent tout. Et d'ici lendemain, on va parler des attentats, tout ça. Et maintenant, je souhaite que les États africains ils se réveillent. Ils commencent maintenant, ils vont écouter la jeunesse africaine dans l'université, tout en Afrique. Et l'Afrique, elle sera autonome. Il faut, comme on dit, les Africains, ils ont besoin actuellement d'une indépendance économique et politique. C'est très important. Voilà, effectivement, c'est ce qui manque en Afrique, comme tu as donné un exemple là sur les matières premières, le cacao. Il n'y a pas seulement le cacao, on va dire que... Il y a plusieurs matières, on passe, on a cité une matière. Plusieurs matières au niveau du bois. On coupe le bois, le cas du Gabon, on coupe du bois. Le bois, il vient ici, brut. Or, si on transforme le bois sur place, ça créera aussi des emplois, ça évitera aussi que les jeunes meurent en Méditerranée. Le cas du cacao, j'ai même écrit un article tout récemment concernant le cacao. Parce qu'on achète 1 kilo de cacao à 50 centimes. Mais quand tu achètes une petite tablette de chocolat, fais le calcul. Voilà. À la fin, non seulement que Nestlé, tous les grands groupes industriels là, ils font travailler des enfants. Ce que tu as parlé là, si bien que ce qui nous manque en Afrique, c'est de transformer nos matières premières sur place. Je veux déjà. Dans les années 70, qu'on a pris l'indépendance, en 62, ça, l'Algérie, elle vend le pétrole brut et elle achète le gasoil et l'essence. Parce qu'on n'a pas le savoir-faire à traiter ce produit et le plastique. Et par la suite, on achète le gasoil plus cher que le baril de pétrole, le litre. Et par la suite maintenant, l'Algérie, ça fait 2 ans maintenant, elle exporte le gasoil. Parce que maintenant, on commence à traiter nous-mêmes le gasoil et l'essence, et à certains moments que le territoire est satisfait sur la quantité, le restant, il sera exporté. C'est ça, les Africains, ils ont beaucoup de matières premières sur tous les plans. Maintenant, gagnant-gagnant, il faut le transfert de savoir-faire en Afrique, c'est très important. Ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, et ça peut... Parce que l'avantage de l'Afrique, par rapport à tous les continents qu'on vit, nous, on a la matière première, toute l'Afrique. Supposons, on va faire quelque chose en Afrique, faire un truc de plastique ou des appareils, tout ça. Le problème, on n'achète pas la matière première. Voilà, c'est ça. Elle est sur le sol. Oui. Ça veut dire que le coût de revient, oui, on sera plus compétitif par rapport au marché international. Voilà. Et ça, c'est très important, sur tous les plans. Ça veut dire maintenant, soit les capitaux ils vont entrer en Afrique, gagnant-gagnant. C'est pas eux ils gagnent, les Américains ils gagnent rien du tout. Et le point, l'important, je vais le dire maintenant, ça a une enquête qui a été faite, ça fait plus de 10 ans en France, parce que à l'époque, il y a le colonialisme en Afrique, il y a beaucoup de morts, tout ça. Certains historiens ils disent à peu près 20 millions de morts, qu'en Algérie on dépasse les 5 millions de morts depuis 1830 à 1962. Et à l'époque, on vole la richesse. Le plus grave maintenant, on va commencer à voler les têtes pensantes. Supposons, un exemple, vous prenez un n'importe quel pays africain, il va envoyer des étudiants ici en France, en Angleterre, faire les études et l'État elle paye des millions d'euros. 10 personnes qui vont venir ici faire les études, un il va rentrer et 9 ils vont rester ici. C'est ça.
Maintenant, qu'on parle de le corps médical en France, et on parle aussi dans la structure de l'éducation nationale. Après les Français, vous trouvez deuxième position les Algériens, et après par étapes, mais comme dire les Africains. Vous imaginez que le Front National, ils disent on va expulser tout le monde. Vous savez que expulser tous les étrangers, pour prendre un rendez-vous avec un généraliste, il faut attendre 6 mois. Je sais. Donc, c'est incroyable. Ils commencent à voler les têtes pensantes, et après, des gens qu'ils n'ont pas besoin, ils vont l'expulser. Mais ils ne vont pas expulser un professeur, un médecin, un chercheur, quelqu'un de l'informatique. Ben, ils vont expulser des gens qui n'ont pas de diplôme, tout ça, ils n'ont pas besoin d'eux. C'est pour ça qu'il faut une volonté. Non, je ne peux pas dire que c'est des gens qui sont diplômés. On a besoin d'eux, par exemple, pour ramasser les poubelles, pour faire d'autres métiers. Moi, je suis dans le domaine médico-social. Pour les personnes âgées à domicile ou à maison de retraite, dans les EHPAD, ce sont des Africains qui s'occupent parce que les Français de souche, ils ne feront pas ça parce que je connais, moi j'ai l'habitude, j'embauche une Française, je me dis non, Madame Vessa, vous êtes bien gentille, mais j'ai le cas qui monte pour nettoyer quelqu'un, le changer. C'est vrai ce que tu dis là, c'est vrai que certaines personnes qui disent voilà, le slogan remplacement, c'est tant d'autres. Oui, on veut bien comprendre le slogan remplacement. Aujourd'hui, il y a un client qui m'a pris la tête à propos de nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est quelqu'un qu'on s'occupe depuis presque 20 ans. Il m'a dit, ouais, aujourd'hui, Madame Hassan, vous avez vu le nouveau ministre de l'Éducation nationale? J'ai dit, oui, c'est un historien. Qu'est-ce qu'il va enseigner à nos enfants? Je lui ai dit, Madame, vous savez, moi j'ai un fils métis. Bon, il a commencé à se calmer et tout. Bon, ça veut dire qu'à la fin du compte, le français qui a des idées un petit peu louches, hein, moi je lui ai dit que regarde là ce que j'ai écrit dans mon téléphone là. Les États-Unis d'Amérique sont comme ils sont, hein, parce que ce sont des gens qui aiment la guerre, ça que je ne les aime pas. Mais par contre, tout ce qui concerne l'évolution du monde, comme tu as parlé là tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est eux qui l'ont inventé. Moi j'ai dit, regarde là, le ministre, l'équivalent du ministre de la Défense ici en France, ils appellent ça là-bas le secrétaire à la Défense. J'ai dit, regarde leur secrétaire à la Défense, c'est un noir. Ce n'est même pas un noir d'origine africaine, il vient de Jamaïque. Et là, son sous-secrétaire d'État à la Défense, lui, par contre, lui, il vient du continent africain, il vient du Cameroun. Pour eux, là-bas, c'est normal. Mais pourquoi ici, ça ne peut pas être normal? Moi, je l'ai dit de toutes les façons. Les Américains, ils sont comme ils sont. On les aime ou on ne les aime pas. Tout ce qu'ils disent la vérité. Ils avaient eu des grands bouleversements, comme tu as dit là, les problèmes dans le domaine de la santé ou de la guerre en Europe de l'Est. Ils avaient prévu tout ça là. Tu l'as dit là que les lobbies, tout ça là, ils font ce qu'on appelle les études prospectives. Voilà. Je ne parle pas des Américains, c'est très important. Les Américains, dans les années 80-90, leur vision, pour le dollar, il va résister. Ils ont dit qu'ils ont besoin de mettre le camp partout, même en Europe. Parce que le camp, il arrange les Américains. Bien sûr. Parce que le russe, c'est des Européens. Bien sûr. Et les Européens, le russe, il est donc contre l'Europe. On est plus proche de le russe que les Américains. Bien sûr. Et Deuxième Guerre mondiale. Supposons qu'il n'y a pas les Russes et les soldats africains qui ont pris le drapeau français bleu blanc rouge pour combattre les nazis, le plus grave, que Hitler il a gagné la Deuxième Guerre mondiale, peut-être qu'il est parti en Angleterre et en Amérique. Donc, les Européens, ils se trompent parce qu'il faut négocier avec les Russes. Les Russes, ils ont commencé à négocier avec l'Occident en 2018. C'est très important. Ils négocient et ça ne marche pas. Maintenant, les Russes, leur revendication de 2018, elle est 10 fois plus. Parce qu'ils ont accepté la négociation de 2018, c'est beaucoup moins.
Maintenant, les Russes, ils vont demander beaucoup plus que ça. Et Poutine, il dit une phrase. Il a dit, le monde sans la Russie, il n'y a pas de monde. Ils ont compris. Ça veut dire, tout va partir. Et c'est ça très important. Les Américains, ils mettent le cas partout, ils mettent les Européens en danger, eux sont plus loin. Mais le plus grave, les Américains, ils n'ont jamais gagné une guerre dans leur histoire. La Deuxième Guerre mondiale, quand ce n'est pas les Russes et les Africains, cette guerre, ils ne vont pas la gagner. Et les Américains, ils rentrent, ils mettent beaucoup de massacres, ils partent. Ils ne ramènent même pas la paix. Ils ont rentré en Irak, il y a 2 millions de morts. Ils ont parti faire des problèmes entre le peuple yéménite et le peuple saoudien. Et après, ils ont descendu vers le Soudan. Ils ont divisé le Soudan entre le nord et le sud. Et après, l'Occident, avec les Américains, on voit l'histoire de Kadhafi et le peuple libyen. Et après, maintenant, ils ont parti en Côte d'Ivoire. Ils ont pris Gbagbo. Ils ont entré, ils ont le président. Ils étaient un assassin. Il est parti d'un tribunal international pendant 15 ans. Et après, il est sorti innocent. C'est incroyable. Et même il y a des enquêteurs africains qui accusent l'Occident en général et les lobbies en général. 23 chefs d'État assassinés en exercice. On peut rajouter aussi 205 diplomates. Ça veut dire, moi je dis à ma pensée personnelle, j'ai dit l'Occident c'était une menace dans le passé, et dans le présent et dans le futur. Maintenant, c'est quoi la solution? La solution, c'est les rapports de force. Ni plus ni moins. Les rapports de force. De toute façon, l'humanité a toujours fonctionné comme ça. L'humanité fonctionne toujours que par les rapports de force. Ça veut dire que c'est comme Mandel le disait, les lois Mandel, il disait que les personnes qui ont les gènes faibles périront et ceux qui ont des gènes plus forts survivront. Et cela dit que, résumons cela, veut dire que les faibles seront toujours les plus faibles, les plus forts seront toujours les plus forts. Cela dit que comme le monde survit ou vit sur que les rapports de force, c'est comme tu l'as dit là, que les États-Unis d'Amérique, eux, ils n'ont jamais eu de guerre sur leur propre sol. Mais ils créent des conflits à gauche et à droite. En Afghanistan, on est parti là-bas pour faire la démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Au contraire, les talibans, ils reviennent encore à leur cheminement de pensée que les femmes doivent rester à la maison, la femme devient la femme objet, faire des enfants, un point, c'est tout. C'est pas une bonne société là, une société qui exclut une partie de son peuple, là aussi. Les Américains, c'est même pas seulement les Américains, l'Occident a échoué parce qu'ils n'ont pas pu amener la démocratie ni en Irak, ni en Libye. Je ne sais pas si tu es au courant, là, depuis 2 semaines, il y a toujours deux camps qui sont toujours en conflit. Justement, les 2 camps sont en conflit entre le nord et le sud de la Libye. C'est la puissance étrangère. C'est pas son intérêt qu'il y a la paix en Libye, et c'est pas son intérêt qu'il y a la paix entre le peuple malien, entre eux, ils font construire leur pays. Sur leur intérêt, le chaos en Libye, le chaos en Mali, pour exposer l'Algérie. C'est pas compliqué à dire. C'est pas du tout compliqué parce que eux, ils souhaitent des États de Sahel, et même en Afrique noire, de l'autre côté, des États faire du gruyère. Ça veut dire, même une fois un porte-parole américain, ça fait plus de 20 ans, il a dit l'Algérie, elle est plus grande le territoire est le plus grand de son peuple. Ça veut dire quoi ça? Eux, ils souhaitent diviser les États et après ils rentrent pour protéger la minorité. Comme la dernière fois qu'ils ont fait avec le Mali, Kidal, avant maintenant les Maliens ils contrôlent leur territoire, Kidal était contrôlé par l'armée française. Tu sais, la police malienne, elle n'a pas le droit d'entrer en Kidal. Oui, ça a été, mais maintenant aussi, après, ils ont cherché 2-3 tribus dans la frontière de l'Algérie, et d'autres tribus, une centaine de personnes, ils ont demandé, il faut demander votre indépendance. Tu sais, à l'époque, qu'est-ce qu'il a dit, Bouteflika? Il a dit, ce territoire de Kidal, soit il souhaite son indépendance, il soit attaché à l'Algérie. Ils ont arrêté tout de suite. Tu vois? À la fin du compte, ce qu'on appelle les guerres sans fin, c'est-à-dire que les petites
En Europe, qu'il y aura un conflit de haute intensité, parce que le conflit en Ukraine, on va dire que c'est un conflit de haute intensité, parce que vraiment il y a des bombardements. Mais les guerres qui se déroulent en Afrique, là, ce sont des guerres asymétriques, ce sont des guerres que voilà, les communautés se bagarrent pour un oui, pour un non. Oui, parce que c'est voulu, parce que le colonialisme en Afrique, son travail, parce que en Afrique, il y a des gens qui ils sont analphabètes, ils doivent partir par l'école, surtout vers le Sahel, vers le Mali, tout ça, et c'est des gens qui, malheureusement, qui entendent quelque chose, grâce à des réseaux sociaux, même quelqu'un au Mali, au Sénégal, en Algérie, en Tunisie, en Libye, tout ça, même il ne sait pas lire et écrire. Maintenant, la communication, elle est orale. Elle est orale à toute dialecte africaine. Maintenant, grâce à des réseaux sociaux, la jeunesse africaine, elle se réveille. Et c'est très important. Grâce aussi les universitaires africains, c'est très important aussi. Parce que eux, l'espoir, il est dans leurs mains pour le pays l'avance. Et après, les traites, c'est des gens qui ne souhaitent pas travailler à l'intérêt de leur peuple, ils vont regretter. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'Afrique, c'est un pays trop riche. Comment ça se fait? Le seul continent africain, il n'a pas un siège permanent à l'ONU. Et en Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont créé l'ONU, moi je l'ai dit, cette structure de l'ONU, elle n'a jamais réglé un conflit. Et qu'on voit maintenant le peuple palestinien, un exemple, depuis 1948, il est massacré à ce jour. Et le peuple sahraoui, depuis 1975 à ce jour, il est colonisé par le Alaouiyin. Ils ont encaigné avec l'islam ni des proches ni de loin. Et maintenant, ils vont couvrir maintenant, ils ont vu qu'il y a une guerre en Europe. Donc, vous savez, il y a combien de morts en Irak? 2 millions de morts. 2 millions de morts. Le pays, maintenant, il est chaos. En Syrie, c'est un chaos. Ça veut dire que ces gens, ils font du mal à l'humanité. Ces gens. Et maintenant, les autorités russes qui ont sorti, ils ont dit cette phrase, il y a des nazis qui combattent en Ukraine, tout ça. Et même il y a certains journalistes français il a dit qu'ils ont vu que le bombardement, il vient de côté l'armée ukrainienne. Il y a un autre médecin qui est parti aider les blessés d'Ukraine, tout ça. Il a entendu, il a passé à la télé, hein, ça je dis, ça c'est pas, je dis n'importe quoi. À la télé passée, il a dit cette phrase, il a entendu les soldats nazis, ils ont dit soit on chope un juif parmi nous, ou un noir, on va le désosser. Et maintenant, l'Occident, il va donner les armes à les nazis. C'est pas toute l'armée ukrainienne est partie. Et ça, c'est dangereux quand même. Ce qui est dangereux, ça revient aussi le même cas qu'en Syrie. Quand la guerre en Syrie avait commencé, juste sur des manifestations, c'était juste des manifestations. Hein. Ouais. Moi, je m'en souviens de cette histoire-là. À ce moment-là, je crois que Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères, était parti, avait dit avant, parce que ça, les événements de Syrie là, ils ont commencé, je crois, au mois de juin. Alain Juppé avait dit que à la rentrée, Assad ne serait plus là. À la fin du compte, le problème qui s'est déroulé là par des manifestations, comment ça s'est dégénéré comme ça en guerre civile, avec un bain de sang qu'on voit, et la Syrie aussi est détruite aussi comme le Donbass ou d'autres comme les villes de l'Ukraine, le Mariupol. Donc moi je pense que ce que tu dis, Sofiane, tu as tout à fait raison, parce que ces guerres-là sont créées par des personnes qui ont la main, qui ont des finances. Ils ont créé ces guerres pour qu'il n'y a pas un processus démocratique et le peuple n'avance pas. Un exemple. Je prends l'Algérie. Moi toujours je dis, c'est bien la démocratie. Mais la démocratie soit autoritaire, trop de démocratie elle tue la démocratie, trop de dictature elle ramène l'anarchie, et la démocratie avec une autorité de pouvoir, c'est très important. Parce que la démocratie, elle protège les pauvres et elle protège les riches. Elle protège le citoyen en général. Et pour faire la démocratie, il faut éduquer le peuple. Et la démocratie en Afrique, c'est pas une affaire, un article de loi, on le dépose par terre et tout le monde c'est bon. La démocratie, c'est une éducation de peuple quand même. Ça, depuis le collège, depuis les maternelles, les écoles, tout ça, c'est du travail. En Afrique, la démocratie, je pense, c'est un minimum pour qu'il y a un projet africain et le travail il sera fait de le Parlement africain
et fait bien comme il faut, c'est un travail minimum pour 2 générations. Voilà, c'est vrai que la démocratie, c'est un modèle de pensée qu'il faut que chacun soit d'accord, le bien fondé de la démocratie. C'est ça. Mais une démocratie imposée par les armes, ça ne marche pas. Non, il y a 2 choses. Un, la démocratie imposée par les armes, ça ne marche pas. Et le deuxième point important, nous, on souhaite la démocratie africaine sur le modèle africain. Ça veut dire la démocratie à la congolaise, la démocratie à la sénégalaise, leur culture, la démocratie à l'algérienne. On ne peut pas exporter une démocratie occidentale et déployer en Afrique parce qu'on a des cultures. Nous, en Algérie, on est des Tamazirs, des Arabes. Donc, on ne peut pas, le lendemain, un exemple en Algérie, on a de la démocratie, les gens peuvent faire n'importe quoi. Un exemple, on peut dire des choses, en Algérie, il ne peut pas 2 hommes venir à la mairie et demander de se marier quand même. C'est vrai. C'est dangereux quand même. C'est vrai que l'Afrique est plurielle et puis chaque État africain et chaque peuple africain a ses us et coutumes. Moi, que je voyage, un exemple, dans les pays africains, je ne parle pas des voyages, toujours je respecte le territoire, le village. Parce qu'ils ont des coutumes, il faut les respecter. Voilà. C'est leur culture. Parce que quand je ne respecte pas, je vais les choquer avec mon comportement. Et ça, c'est très important. Donc nous, en Algérie, on souhaite une démocratie, Inch'Allah. C'est très important, la démocratie en Algérie. Et la démocratie, c'est pas en Algérie, on le souhaite tout le territoire africain, c'est très important. Parce qu'on a pris beaucoup de retard. Le continent, j'ai dit, il est le plus riche. On a toute la richesse du monde en Afrique. Et qu'on voit les Africains commencent à crever dans les mers, dans les bateaux, venir ici demander la charité dans le métro, tout ça, ça fait très mal au cœur. On voit ça. Ça touche. C'est pas facile, hein. Moi, je vois des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Comment ça se fait des gens sont riches venir demander la charité en Occident? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. On va marquer une petite pause musicale. On va écouter une chanson gabonaise. Est-ce qu'on peut écouter cette chanson gabonaise-là qui parle de la liberté? Parce que la liberté, c'est... Sans la liberté, on ne peut pas construire un État libre et même la démocratie, parce que la démocratie aussi doit être, comme tu l'as dit là tout à l'heure, un comportement. Et ce comportement-là, on doit respecter nos us et coutumes, la façon que nous vivons, la façon que... c'est vrai ce que tu as dit là tout à l'heure, c'est qu'un Algérien pense, c'est pas toujours la même chose qu'un Sénégalais, même au niveau de l'islam aussi. Il y a l'islam suffise et tout ça, parce qu'il y a des modèles de pensée par rapport à ça. C'est comme aussi chez les chrétiens, c'est pareil aussi. Pourquoi même chez les chrétiens, il y a plusieurs, il y a les protestants, les catholiques, enfin... Tout modèle de pensée. Même dans l'islam, il y a plusieurs courants aussi. Hein. Oui. Dans le sunnite, il y a plusieurs courants, et même dans l'islam, il y a le sunnite, c'est des musulmans, il y a le chiite aussi. Donc, après, c'est le respect et c'est la pensée très important. Voilà. On ne peut pas heurter les autres. Voilà. C'est ça, comme tu disais, que c'est un comportement, et c'est un comportement, et ce comportement-là qu'on doit respecter les uns et les autres. Est-ce qu'on peut écouter à Kenenge? Non. On peut écouter à Kenenge. Bon, on revient à l'antenne pour marquer une pause musicale. Il n'y a pas une structure pour accompagner des gens avec un traumatisme, des attentats, les terroristes, tout ça. Parce que on a perdu une génération. C'est très important. Et ça, c'est l'Occident, parce que le problème en Algérie, à partir, ça vient de l'étranger. Parce qu'ils ont dit à le peuple algérien, il faut faire la démocratie, on n'était pas prêt pour la démocratie. La démocratie, moi je dis, c'était l'éducation du peuple. C'est du travail. La démocratie, c'est pas un menu. On rentre à l'instant, on va le manger. C'est du travail. Et maintenant, quand je parle dans les billets, maintenant, et c'est très important, les billets d'avion, il faut maintenant la gestion de l'Algérie. Malheureusement, il y a certains responsables qui ont rentré par piston dans le passé. Ils prennent le poste, l'incapacité à gérer. Même il a envie de gérer, il ne peut pas gérer. Parce que le savoir-faire, l'intelligence, on ne trouve pas, elle sera dans la personne lui-même. Et deux, le problème de la billetterie, problème de prix.
Et problème, même les Algériens, moi je dis à tous les Algériens ils laissent les gens qui ont des enfants partir voir leur famille, voir les grands-parents, tout ça. C'est très important pour les enfants qui partent en Algérie parce que c'est très important. Ils restent de la culture algérienne, tout ça. Et ça concerne les Africains aussi, tous. Et les gens qui n'ont pas d'enfants, les personnes qui sont en retraite, ou les enfants ils peuvent décaler leurs vacances pour la situation, elle sera bien gérée par la compagnie en Algérie. C'est vrai que le problème moi je vois le cas du Gabon, il y avait une compagnie aérienne qui s'appelait Air Gabon. Mais Air Gabon avait subi aussi les mêmes problématiques que tu viens d'évoquer là. Ça veut dire que la mauvaise gestion, la gabegie et les membres du gouvernement même qui prennent l'avion gratuitement et ils ne payent pas les billets d'avion comme tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du compte, le Gabon à l'heure actuelle n'a plus de compagnie aérienne. Croyez-moi que un Gabonais qui est au chômage, parce que le Gabon maintenant c'était un pays merveilleux, maintenant le Gabon ça tombe en ruine. Seule compagnie, on va dire que c'est Air France. Air France qui va payer un billet d'avion à 4 000 euros. Ça veut dire que le Gabonais gagne, on va dire qu'il gagne même pas on va dire 50 euros. Tu vas économiser combien d'années pour prendre le billet d'avion? Encore une fois, le voyage devient... C'est-à-dire que si tu es pauvre, tu ne peux pas voyager. Si tu gagnes 50 000 francs CFA, ça veut dire que 50 euros, tu ne peux pas voyager. C'est pas possible. Ça veut dire que le problème est là, ce que tu viens de dire, c'est partout. Ça veut dire que la mauvaise gouvernance, ça veut dire que confondre, comme on dit au Gabon, confondre le prix d'achat, le prix de revient et le bénéfice. Ça veut dire qu'on met tout le monde dans le même sac. C'est ça que... Mais quand même... Il y a certaines compagnies qui s'en sortent. On va parler de Air Ethiopie ou bien Air Royal Air Maroc. Bon, ça s'en sort, mais quand même il fait des billets d'avion moins chers. Bon, c'est allié avec l'Algérie, c'est possible. La compagnie, on va parler de Air Royaume, l'Algérie, ça n'a rien à voir. La compagnie Air Royaume, actionnaire principal, c'est Air France, 49%. Ah. Là, je ne savais pas. Ah bah, je te dis, c'est Air France. Tu sais, le problème de Covid, les stewards qui ne travaillent pas au Maroc, et les pilotes, tout ça, et ils touchent le salaire plein pot. Bah, les actionnaires Air France, ils ont dit maintenant, ça vous payez le plein pot à votre poche. Ils ont obligé de déduire leur salaire à 50% et le coût de la vie au Maroc, il est cher. Qu'ils ont sorti les pilotes, les stewards, tout ça, sorti pour demander leur dû, tout ça, ils étaient massacrés et tapés par la police marocaine. Et ça, c'est très important. Maintenant qu'on parle de pouvoir d'achat en Afrique, le moins cher, c'est en Algérie. Le moins cher, c'est les statistiques internationaux. Donc maintenant qu'on va retourner parler de l'Algérie, tout ça, vous avez dit une phrase, je l'ai entendu un instant, j'ai cité, vous avez dit que il y a des personnes, des diplomates, ils montent dans l'avion gratuitement. Ah, bien sûr qu'ils ne payent pas. Ça fait partie d'un tout, non, justement, ce problème, au niveau de la comptabilité. Ben, ce problème, nous, on a connu en Algérie de la décennie noire. Des gens, genre le hockey, ils font la queue pour prendre des billets d'accès pour monter à l'avion. Des personnalités, ils viennent, ils prennent l'avion comme un taxi. Ils descendent, ils passent direct et ils montent à l'avion. Nous, on a connu ça en Algérie. Maintenant, c'est bon, ça y est. Parce qu'on a connu, parce que c'est des gens, c'est voulu par l'Occident, par les lobbies, pour on n'avance pas. On remercie Dieu, on a fait 3 élections, on avance. Mais tant que je parle toujours sur le billet, il est cher le billet en Algérie. Il est cher, soit par avion et par bateau. Et les Algériens, et je répète, je dis maintenant, 90% de la population africaine touche le SMIC. Et imaginez quelqu'un qui a 2 enfants. Il voulait voir son grand-père, sa grand-mère, la famille, tout ça, les mariages. 1, il faut la billetterie. 2, il faut la gestion de la compagnie. 3, il faut baisser le billet. Et 4, moi je lui dis à tous les Algériens, des personnes qui sont retraitées ou ils n'ont pas d'enfants, et décalent leur voyage. Parce que c'est très simple. On peut prendre les Algériens, on peut dire on est 3 millions. Je répète, supposons on n'est que
2 millions, 1,5 million, ils vont partir entre juin et juillet, août. C'est impossible. Combien de bateaux et combien d'avions? Mission impossible. Ben, ceux qui sont à Marseille, peut-être. Non, c'est impossible. Mais justement. Ceux qui sont en région parisienne, c'est impossible. Non, c'est impossible parce que la demande, elle dépasse l'offre. Ça veut dire maintenant, les personnes qui sont retraitées, ils peuvent décaler leurs vacances à mois de septembre. Des personnes qui n'ont pas d'enfants, ils vont décaler leurs vacances au mois de septembre. Et des personnes qui ont... On laisse des parents partir pour qu'ils ont 2-3 enfants, voir la famille, tout ça, c'est très important. Parce que eux, ils ne peuvent pas décaler leurs vacances parce que la rentrée scolaire de mois de septembre. Et après aussi, il faut de la compétence, de la gestion. Parce que des personnes qui travaillent en Algérie, ils sont rentrés par piston dans les années, la période de l'Essaba, des voies de la politique, ils ont rentré leur famille en Algérie, un peu partout, et ces deux ne sont pas compétents par piston. L'incapacité à gérer. Parce qu'on a des problèmes de la billetterie. Parce que le problème, il faut savoir faire un système informatique. Les gens, pourquoi ils partent à l'Opéra ou à Marseille, à Lyon, à Toulouse, faire la queue et les caméras, tout le monde nous regarde, tout ça, c'est pas bon. Donc, il faut une méthode l'achat dans l'Internet et c'est bon. Et si c'est complet, c'est complet. Et les agences, ils n'ont pas de problème. C'est vrai que le fait de proposer une idée des personnes qui sont des retraités de décaler le voyage, de voyager pendant les vacances par rapport que les jeunes couples qui ont des enfants qui souhaitent voyager, mais ça aussi c'est un comportement aussi, ça fait partie aussi de la démocratie. La démocratie c'est quoi aussi? C'est le respect, le partage, le vivre ensemble. Ça veut dire que voilà, moi je suis retraité, je peux décaler mon voyage peut-être au mois d'avril. Parce que les familles ils vont aller en vacances au mois de juillet, connaissant que la rentrée, ou au mois d'août, connaissant que la rentrée ici en France, c'est au mois de septembre. Donc il faut aussi revenir à la dernière semaine du mois d'août pour préparer la rentrée. Je comprends ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué, comme tu dis que taux de démocratie, la démocratie, c'est un mode de vie, de respect, de dire que voilà, il faudra que la personne accepte. Moi j'ai dit l'importance. Qu'on a un problème, peu n'importe, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, soit en Togo, un problème. Il ne faut pas traiter les personnes, il faut traiter le problème lui-même, c'est très important. C'est le problème. Donc, il faut toujours inventer des solutions, même ça ne va pas satisfaire une partie de la situation, mais ça va gérer la situation elle-même. Donc, moi que j'ai dit maintenant que par rapport à 3 ans, les Algériens ne sont pas rentrés chez eux, même les Sénégalais, même les Congolais, même l'Afrique du Sud, les Tunisiens, tout ça, il y a un certain moment, la demande, elle dépasse l'offre, c'est impossible, tout le monde va monter. Donc, la moralité, très important, et pas l'égoïsme, ça veut dire des personnes. Et puis, moi, un exemple, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas obligé d'aller prendre 2 places dans l'avion ou prendre des places dans le bateau cabine avec ma voiture et je peux décaler mes vacances au mois de septembre. Ah oui, moi je te comprends, mais le problème, ça ne répond pas le souci des Algériens ou des Sénégalais ou tant d'autres déjà. Ici en France, c'est interdit les avions low cost, on appelait ça des avions, des billets d'avion moins chers. Maintenant, c'est interdit. Il semblerait que c'est la pollution et tout ça. Mais là, on revient toujours à la question de la cherté du billet d'avion. Est-ce que ce problème-là que tu parles là, ça peut résoudre le problème? La cherté, le billet, il est trop cher. C'est trop cher, il faut que ça baisse. C'est très important. Parce que il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. J'ai dit que les Africains en général, 85%, 90%, ils touchent le SMIC. C'est vrai. Ils ne sont pas grand salaire quand même. Le SMIC. Avec quelqu'un, un SMICard avec 2 enfants, avec maintenant c'est le coût de la vie, le gasoil il dépasse 2 €, l'huile ça coûte cher, la tomate, un peu tout, le pouvoir d'achat. Le loyer, c'est le loyer qui est tout ça, cher. Le gaz il va augmenter, tout ça. Donc cette personne, il ne peut pas aller voir son pays, voir sa famille, aller au cimetière, voir les morts, voir tout ça. Et c'est très important pour nos enfants, pour le reste de la culture de leur pays, soit congolais, soit Togo, soit la Tunisie, soit l'Algérie. C'est très important, les enfants, pour embrasser leur culture, c'est très important. C'est très important pour nous. Donc comment on va réfléchir? C'est très simple. À partir de là que la demande dépasse l'offre, on fait des règles.
On fait des rêves. On peut pas satisfaire tout le monde. C'est ça de demande. Comme il y a trop de demandes, c'est comme ça. On fait des rêves. On fait des rêves maintenant. On fait des rêves. On peut pas satisfaire tout le monde. On fait des rêves. Maintenant, on va dire maintenant, c'est très bon. Les personnes qui ont un enfant, 2 enfants sont prioritaires à acheter leur billet. Et après, les gens qui ne sont pas d'enfants, ils peuvent décaler les vacances. C'est pas la fête du monde quand même. Partir en Algérie, partir au Sénégal, c'est pas la fête du monde. C'est pas. On parle le mois d'août ou on parle le mois de septembre, ça va rien changer. Et ça, après, on va décompresser la demande pour satisfaire les personnes qui ont des enfants qui souhaitent partir. Là aussi, ça aussi, c'est aux agences, aux compagnies, par exemple, on va donner le cas de l'Algérie que tu connais très bien. C'est à eux maintenant, au niveau de l'offre, tu vois, au niveau de l'offre, pour désengorger la demande, c'est à eux maintenant de gérer l'offre, de planifier, je veux même dire planifier. Quand je parle de l'Algérie, il y a 3 points importants. Le premier point, la billetterie. Le deuxième point, le prix. Le troisième point, la gestion. Le quatrième point, la décision fiable et objective. Parce que la communication, elle est très importante. La communication, elle a 2 sens. Elle a 2 sens pour manipuler et désorienter, énerver le peuple. Et la communication, elle a un sens pour expliquer la situation. Comme un Algérien, il peut comprendre, il peut un Tunisien comprendre, un Togolais comprendre, un Sénégalais comprendre, tout le monde peut comprendre. Et après, c'est le rôle des ambassades, c'est le rôle des députés européens, des députés algériens qu'on a voté pour eux, les députés sénégalais qui ont voté le Parlement de Sénégal, de la Tunisie. Ils font leur travail aussi, ils font des rapports. C'est pas ils touchent leur salaire, ils font rien. Il y a des députés africains ils sont élus dans le territoire européen pour écouter le citoyen africain en général. C'est eux qui font leur travail aussi. C'est un travail en amont, tout. Le problème, nous, on ne travaille pas. C'est ça le problème, on ne fait rien. C'est dû à la colonisation, hein, parce que moi... Oui, parce que j'ai... parce qu'on a toujours dit, ah oui, moi je vois... mon mari me disait toujours, ah oui, mais le Gabonais, quand il arrive au travail, il a le journal de l'Union. Après, c'est les autres qui travaillent. Ça veut dire que c'est le fainéantisme intellectuel. Ça veut dire qu'on fait des bonnes études ici en Europe. Non, je dis une chose. J'étais une fois en Algérie. J'ai mes amis, ils travaillent dans la structure d'État. Après, ils travaillent pas beaucoup d'heures par jour. Il ne s'agit pas, c'est une affaire, elle a plus de 20 ans. Et j'étais dans un café, et après ils commencent à dire, ouais, c'est pas un salaire, tout ça, ils se plaignent. L'Algérien, c'est un râleur comme un Français. Ah oui, les Européens, les râleurs, c'est des Français. Au Maghreb, les râleurs, c'est des Algériens. Ah ben oui, le pouvoir d'achat le moins cher en Afrique, mais c'est des râleurs. Mais c'est comme ça. C'est pas grave, c'est bien. Et après, il m'a dit, moi, tu as combien d'heures de travail? Il m'a dit, toi, tu gagnes plus que moi en France, par rapport à l'échange, je les laisse parler. Et après, tu as combien d'heures de travail? Or, sur 8 heures, il travaille 3 heures. Donc, écoute, on prend le dinar, le divisé par 3. Donc, le premier salaire, tu payes par 8. Et après, on achète à l'époque de franc, le franc, par heure, vous gagnez plus que moi. Vous faites 3 heures par jour. C'est pas compliqué. Parce que la responsabilité, pour le pays et l'avance, il faut la moralité, il faut l'autorité, c'est très important. La démocratie sans l'autorité de l'État, elle ne fonctionne pas. La démocratie, c'est une éducation de peuple. La démocratie, c'est pas un menu, on le mange dans un restaurant. La démocratie, c'est le civisme d'un peuple. La démocratie, aimer la patrie. La démocratie, c'est beaucoup de choses. C'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie. On ne peut pas dire, on est démocrate, on n'aime pas notre pays, mais c'est quoi ça? Ben, on est des traîtres. C'est vrai, ce que tu dis là, tu as tout à fait raison, parce que si on n'a pas l'amour de la patrie, rien ne peut avancer. Et en plus, quand tu aimes ton pays, parce qu'il n'y a pas un pays de rechange, c'est ça aussi qu'on dit ici, la majorité prendre les éléments de langage de l'Occident, le vivre ensemble. Je suis entièrement d'accord avec toi concernant le billet d'avion en Afrique. Ça dit que de planifier et tout ça. Maintenant, on va aborder aussi, je crois que je ne sais pas si le temps est parti, nous reste encore de parler les problèmes de l'énergie. L'énergie, parce que c'est aussi l'économie. Ce qui se passe actuellement en Europe de l'Est, parce que l'Union européenne ne souhaite plus
que les Russes livrent le pétrole ici en Occident. Maintenant, c'est possible actuellement. Tu l'as dit un petit peu, brossé un petit peu là, que le cas de l'Algérie, par exemple, au niveau du pétrole, n'ont pas de stock là où ils peuvent stocker le pétrole, les usines de raffinage. Pour couper court, c'est pas seulement le problème de l'Algérie, c'est le problème de tout le continent africain, que tu sois du Gabon, du Nigeria, qui sont les plus gros grands pays qui exploitent le pétrole. Nous n'avons pas de raffinage. Encore une fois, est-ce que par rapport à ce que l'Union européenne propose, que les pays africains exportent plus leur pétrole brut ici, est-ce que ça va apporter du travail à la jeunesse africaine? Qu'est-ce que tu penses? Non, c'est pas comme ça. Déjà, le point numéro 1, moi je ne comprends pas. On est plus de 200 États au monde, 200, à cause de deux pays, il y a une crise internationale. Moi, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire l'Ukraine et la Russie, ils plombent le monde. 1. 2, on a besoin d'un nouvel ordre mondial. Parce que le dollar, il exerce le terrorisme économique. Le dollar, c'est une monnaie, elle fait de chantage à l'humanité. Le dollar, il a créé la misère sociale de le monde entier. Parce qu'on parle des guerres qu'ils ont créées les Américains, on parle de terroristes armés, mais le terrorisme économique, il a fait beaucoup de victimes, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Donc, on a besoin d'un nouveau ordre mondial, c'est très important, pour sauver l'humanité. C'est très important. Ça veut dire que les Africains, ils ne peuvent pas produire plus. Ils respectent les contrats, ils respectent les accords signés avec l'OPEP, et c'est très important. Parce que comme maintenant, chacun fait comme il veut, ça veut dire qu'on va jouer les jeux des Américains, et après que la Russie, elle tombe, ben nous, on va la payer trop cher. Donc, à la fin du compte, si je comprends bien, tu veux dire que les pays africains ne doivent pas augmenter le volume. Non. Pourquoi? Ça veut dire que comme de protéger aussi les générations futures. Non. Justement. Mathématiquement, dans les calculs, le baril de pétrole et le gaz, maintenant, il est remonté entre 65 $ et il est plus de 110 $. Ça veut dire que même on garde la production, on gagne sur le prix. Ça veut dire qu'on va, lors du marché de gaz, de pétrole, le prix va baisser. Ça veut dire qu'on va produire beaucoup plus et on gagne moins. Et maintenant, on produit moins, on gagne plus. D'accord. Donc, on préfère laisser la matière première pour nos enfants sur le sol au lieu de la sortir gratuitement. C'est des calculs. Parce que l'Occident, il est impardonnable. Parce que là, il est en difficulté, mais le jour que ça aura de lui, il va nous écraser. Donc, j'ai cette phrase, l'Occident, c'était une menace dans le passé, présent et futur. Le rapport de force, soit dans l'économie, soit militaire. Et c'est très important parce que nous, on ne peut pas écouter l'Occident et après on va réfléchir. On a besoin des penseurs africains et réfléchir à l'intérieur de l'Afrique. À l'intérieur de nos enfants africains. C'est ça, on ne réfléchit pas à ce qu'ils pensent eux. On réfléchit à ce qu'on pense nous à nos enfants. C'est notre devoir. Et c'est comme ça. Ah d'accord. Moi je comprends très bien, Sofiane. Je reviens toujours à penser que, parce que à un moment donné, bien avant la crise russo-ukrainienne, mais les pays africains, on nous parle des problèmes environnementaux, que les problèmes, par exemple au Nigeria, dans toute la corne de l'Afrique, il y a comment on appelle ça, les Boko Haram, là, qui font des sabotages. On voit que toute la corne de l'Afrique, la bande sahélienne, là, surtout qui touche le Nigeria, est polluée. Le projet de l'Union européenne veut dire quoi? Veut dire que comme le Niger aussi, ça me qu'on a découvert le pétrole là, et puis aussi au Mali aussi, ce pétrole là, ils n'ont pas accès à l'eau, pardon, à la mer, pardon, ils n'ont pas accès à la mer, que le pétrole là va passer par le Nigeria. Le problème est que depuis le cas du Niger, depuis les indépendances, bien avant même l'indépendance, la France exploite l'uranium. Les Niger, ils sont encore le pays le plus pauvre de l'Afrique de l'Ouest.
Est-ce que, je termine, comme toi tu es bien calé par rapport à ça, est-ce que ça va apporter, créer des emplois, est-ce que ça va apporter du progrès à la jeunesse africaine? Zéro. Pour créer l'économie fiable et sécuriser l'économique, il faut sécuriser le territoire, soit de Mali, soit de Niger, de la Tunisie, soit de la Libye. Et on doit renverser Dieu qu'on a une armée puissante. D'accord. Tant qu'on ne sécurise pas le territoire, comment on va sécuriser la matière première? À la fin, si je comprends bien ton idée que les deux vont ensemble, la sécurité, c'est-à-dire les questions de sécurité, pour pouvoir protéger nos propres intérêts économiques. Parce que la sécurité, c'est primordial. Pour un exemple, en Algérie, on a des partenariats avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands, tout ça. Mais en Algérie, il y a des puits, ils sont contrôlés par Sonatrach, où il y a des puits, ils sont contrôlés par des partenaires. Mais chaque fois qu'ils vont sortir le pétrole, un exemple, 100 barils, nous, on le sait, ils ont pris 100 barils. Il est parti dans le bateau. Tu sais, le problème en Afrique, ils ne savent pas la quantité, le problème. Ils vont remplir 2 bateaux, donc nous, on remplit un demi-bateau. Parce que le savoir-faire, il est chez les capitaux. Donc les Africains, ils n'ont pas de la compétence à contrôler la quantité. Soit ça concerne le cacao, soit concerne le diamant, de l'or, toute matière africaine. Et cette compétence qu'il n'y a pas dans les mains des États africains, comment ils vont calculer leur matière, combien de quantité elle sort de leur territoire. Et c'est pour ça que j'ai dit maintenant, il faut une armée puissante africaine. Chaque armée, elle contrôle son territoire, et que l'armée qui ramène la paix, de la sécurité d'un peuple. À partir de là, on peut avancer sur l'économique, sur l'investissement, tout ça. Parce que c'est voulu. C'est incroyable, les attentats, ils ne frappent pas les groupes étrangers en Afrique. Ils frappent que C'est comme on a vu le cas du Mozambique, là, tout récemment. Ça concerne les bombes sur le village, mais jamais on a entendu qu'il y a un attentat dans un groupe étranger en Afrique. Il y a un attentat, il y a des morts. C'est ça, c'est ça. Tout récemment, je ne sais pas si tu avais suivi ça l'année dernière. Pendant le Covid, là, on disait que les jeunes Chebab du Somalie sont rentrés au Mozambique, attaquer les installations de Total Énergie. Enfin, ils n'ont pas attaqué le Total Énergie en elle-même, ils ont attaqué le côté là où il y avait les employés mozambicains. Parce qu'il y a eu les journalistes, pas moi, des journalistes BFM TV, ils ont monté ça, ils ont monté qu'ils vivent le cas du Gabon à Rwanda, là où vivent les Français, on appelle ça là-bas le Petit Paris.